On a mis en place certains mécanismes pour vraiment aussi les aider à réfléchir sur le contenu de leur rôle au sein du projet. Donc, on a instauré de demander à tous les agents et agentes de projet de compléter à la fin d'une journée ce qu'on appelle un journal de bord. Donc, c'est un mécanisme réflexif. On s'est inspiré d'approches un peu ethnographiques, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, pour refléter dans la journée est-ce qu'il y a un élément ou un événement qu'ils ont vécu, puis qui est particulier, puis qu'est-ce qu'ils peuvent avoir compris de cet événement-là, qu'est-ce qui en découle, comment ils se l'expliquent. Et la coordonnatrice des projets va les relire de façon systématique. Fait que ça nous a aussi permis de comprendre leur vécu, puis aussi comment ils vivaient ces aspects-là d'être en relation avec les gens qui participent à nos projets. Associé à ça, puis on remercie les comités d'éthique qui, en fait, aussi nous ont suggéré ça, on a instauré un petit manuel de formation pour ces gens-là. Parce que dans certains projets aussi, on les a amenés à être en plus grande compétence pour, par exemple, recruter et aller dans les domiciles de personnes qui sont âgées, fragilisées, plus vulnérables. Donc, on a un manuel, ils sont formés par la coordonnatrice lorsqu'on retient leur candidature et ils ont une façon de se comporter qu'on les invite là, à épouser. Mais aussi, ce qu'il faut reconnaître, parce que le relationnel, ça va dans les deux sens, c'est qu'aussi qu'ils soient en sécurité. Parce que souvent, certains de nos projets demandent que nos agents de projet aillent dans des domiciles de patients ou de clients. Alors, même pour eux, ça peut être très valorisant ou aidant d'avoir une façon de réagir à des situations qu'ils n'auraient peut-être pas jamais rencontrées dans le passé. Donc, on est... c'est ça maintenant, de plus en plus sensible à tous ces éléments-là qui font que les agents et les agentes de recherche, dans le fond, nous représentent. J'insiste beaucoup là-dedans. La première des choses, il faut que ça soit clair de quoi il s'agit. Des fois, c'est très bref, des fois, on ne sait pas vraiment où... Il y a 2 ou 3 critères, si vous avez dans cette tranche d'âge ou si vous avez telle particularité. Mettons, non-fumeur. Bon, ça ne dit pas vraiment ce que ça va faire. Ça ne m'intéressera peut-être pas. Non, j'en sais pas assez. Il n'y a pas d'allumage. Il faut au moins avoir quelques éléments là, qui disent, bon, ça veut faire ça, c'est un tel domaine. Le genre de personne qui est cherchée, c'est quand même plus développé que 2 ou 3 raisons tout à fait générales. Il faut que je comprenne ce que je fais. Je ne suis pas qu'un objet d'étude, je ne suis pas qu'un client ou un patient. Je me vois comme un participant dans une recherche. Alors, il faut que je fasse ma part et que ma part soit appelée. Il faut que j'aie l'impression qu'on se sert bien de moi, qu'on profite de ce que je suis pour pouvoir faire avancer cette recherche. Dans le processus, quand l'expérience est en cours, des fois, on se rend compte, on a des doutes sur la variable qui est étudiée. Qu'est-ce qu'on observe exactement? Est-ce que véritablement, ce qu'on me demande là, ça va... Je ne vois plus où on s'en va, vers quoi, ou en quoi ce que je fais présentement peut mener à la conclusion qu'on a annoncée comme étant l'objectif de la recherche. Le participant, donc, qui a accepté de témoigner, qui mentionnait assez clairement que c'est important pour lui de vraiment comprendre ce qu'on lui demande en étant un participant de recherche. Donc, il y a des exigences un peu de part et d'autre. Donc, du côté de l'équipe de recherche, on s'attend à ce que le participant suive le protocole qu'on lui propose, mais aussi du côté du participant, il y a aussi des exigences, en fait, des attentes envers l'équipe de recherche. Donc, c'est très important qu'on soit honnête avec cette personne-là pour qu'il comprenne bien les objets de la recherche. On doit respecter les 3 principes d'éthique qui sont le bien-être, le respect puis la justice. Bien-être, je pense que c'est important d'assurer la sécurité. Pour nous autres en santé, c'est la sécurité de nos patients. Donc, s'assurer que la recherche n'est pas futile, qu'il y a vraiment un but à atteindre, puis que le patient ne s'attend pas à des miracles. Au niveau du respect du patient,
Dans le fond, il y a le fait que c'est important que dans le formulaire de consentement, il réalise bien les dangers, puis les bénéfices possibles, puis qu'il comprenne bien, puis qu'il puisse bien prendre ses décisions. Puis au niveau de la justice, bien, c'est important que les patients ne soient pas privés de pouvoir participer à un projet parce qu'ils ont certains critères d'exclusion qui semblent inadéquats, là, dans le fond. D'ailleurs, certains projets de recherche mettent des critères d'inclusion qui peuvent nuire au principe de justice qu'on a en éthique. J'ai déjà vu passer des projets de recherche où on excluait des patients qui n'avaient pas de médecin de famille, justement par rapport aux trouvailles fortuites, je crois, là. Donc, je pense que c'est un principe de justice de pouvoir permettre aux patients d'accéder aux projets de recherche, même s'ils n'ont pas de médecin de famille. Si les participants ont une adresse électronique, un email comme on dit, on leur fait parvenir le formulaire de consentement pour qu'ils puissent le lire avant notre rencontre. C'est important de signer le formulaire de consentement au début de la rencontre, avant là, de faire une prise de sang, ou pour être certaine que le participant comprenne bien ce dans quoi il veut s'impliquer. Et on passe chaque paragraphe, chaque point, on revient en détail puis qu'on explique ce que ça implique de participer au projet de recherche. Et c'est important que le formulaire de consentement soit clair, avec utiliser des termes qu'on pourrait dire accessibles. On est dans un domaine quand même alimentaire, mais relié avec la médecine. Donc, des fois, il y a des termes qui sont plus compliqués. Donc, on se préoccupe de bien expliquer ces termes-là pour que le participant soit conscient de ce que ça veut dire un test à l'effort, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire un test d'imagerie par résonance magnétique. Donc, selon les différents projets, il peut y avoir des tests différents. C'est notre responsabilité de s'assurer que le participant comprenne ses implications. C'est même déjà arrivé que des participants lisent le formulaire de consentement, se soient présentés à leur rendez-vous à jeun pour le prélèvement sanguin et repartent, dans le fond, avec le formulaire pour prendre le temps de bien le relire chez lui, à tête reposée et quitte à revenir par la suite. Donc, c'est pas... Il faut vraiment laisser la possibilité aux participants de faire ça aussi. Il arrive dans certains projets où, je peux dire entre guillemets, malheureusement, le participant va se retrouver dans le groupe témoin où il ne recevra pas l'intervention, par exemple, mais on fait en sorte qu'il puisse quand même recevoir des avantages, retirer des bénéfices à sa participation. Ça peut être, par exemple, lui offrir de suivre cette intervention une fois le projet terminé. Donc, c'est des choses qu'on peut, qui peut se produire. Ou encore, même si la personne se retrouve dans le groupe témoin, bien, il va recevoir un bilan de santé à la fin, une évaluation alimentaire aussi. Donc, de part et d'autre, que le participant se retrouve dans le groupe témoin ou dans le groupe qui reçoit l'intervention, il peut retirer des avantages là, à participer au projet de recherche. Puis c'est très, très important pour nous. Lorsqu'on présente le consentement, évidemment, il faut présenter le consentement à la banque de tissus comme une entité séparée de l'épisode de soins. Dans notre contexte, à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, on recrute des patients qui vont subir une chirurgie d'obésité. Et ces patients-là sont en assez grand nombre et ça fait une situation où il n'y a pas de pression de recrutement. Donc, ça facilite le consentement libre et éclairé des patients. Il y a deux formulaires de consentement. Il y a le consentement pour le don de tissus et de sang et il y a un volet de consentement qui est séparé pour le matériel génétique. Et donc, c'est présenté de manière articulée à ce que les gens puissent puissent participer au don de tissus, mais refuser le don de matériel génétique. Dans ce contexte-là, comment on présente ça aux patients? En fait, c'est en disant que ça aide la recherche, que ça aide les chercheurs et que ça va aider les gens qui suivent, peut-être, qui vont subir la chirurgie après eux. Et donc, c'est quelque chose que les coordonnatrices de recherche voient souvent, c'est-à-dire qu'une des motivations, c'est de redonner aux autres.
Donc, de contribuer à l'augmentation des connaissances puis à l'amélioration des processus de soins. Est-ce que ça va nuire à mon épisode de soins? Est-ce qu'il faut que je revienne? Est-ce que ça implique des visites de plus pour moi? C'est quoi la charge en termes de consentement? Qu'est-ce que ça implique, mon consentement? Donc, c'est pour ça que quand l'infrastructure de la banque est bien insérée dans l'épisode de soins, ça demande très peu d'efforts pour le patient. Donc, à ce moment-là, c'est d'autres questions. Est-ce que je veux contribuer à l'avancement des sciences? Donc, c'est pour ça que les bonnes raisons peuvent être évoquées à ce moment-là, participer pour les bonnes raisons. Et donc, on n'a pas d'hypothèse précise à présenter aux patients. Par contre, chez ceux qui sont intéressés, on peut donner des exemples de projets qui ont été publiés il y a quelques années. Donc, dernièrement, un chercheur a fait telle recherche, donc, par exemple. Et c'est ce genre de choses-là qu'on va faire avec vos tissus.